Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment régler des problèmes liés à Grub, et notamment comment réparer un boot, ou tout simplement le démarrage d'une machine. Certaines actions que je vais présenter ici seront valables pour Grub uniquement, mais vous pourrez aussi très bien réparer n'importe quel autre système. La vidéo est un peu longue, vous pouvez vous référer au timecode que vous allez retrouver dans la description pour vous rendre sur l'une ou l'autre des méthodes que je vais présenter. Alors ici c'est qu'une seule vidéo, mais en réalité je vais présenter 4 tutos complets. Dans plusieurs de mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé des modifications que l'on pourrait faire dans Grub, comme par exemple le timeout, choisir le menu par défaut ou tout simplement ajouter des images. Alors bien sûr j'insiste un petit peu dessus en disant qu'on ne devrait jamais faire de modifications en direct sur le Grub CFG, mais dans les différentes étapes du Grub qu'on va retrouver dans le dossier ETC. Alors une erreur pourrait très bien survenir lors de la modification du Grub, mais ça pourrait être aussi pendant une mise à jour, une installation, une modification du noyau. De même qu'il pourra arriver, et ça c'est la pire des situations possibles, tout simplement d'oublier de configurer Grub au moment de l'installation. Ça arrive quand même une fois de temps en temps. Dans cette vidéo on va voir comment réparer Grub quand on est dans le système, puis on verra comment le réparer quand on a une erreur au moment du démarrage de la machine. Alors pour ça je vais utiliser une machine virtuelle, même plusieurs. Ce que je vais montrer ici est valable pour toutes les versions de Linux. Car, je le dis bien assez souvent, Linux c'est le noyau, et c'est la même chose pour toutes les distributions, en dehors de quelques aménagements spécifiques. Donc Grub se répare et fonctionne de la même manière, pour une version identique bien sûr. Entre Grub et Grub CFG, il n'y a pas de grande différence. Mais de toute façon, pour un Grub 2, c'est toujours identique. Grub 2 restera Grub 2. Grub restera Grub. Grub NG sera toujours un Grub NG. Avant d'aller plus loin, il faut également être bien au courant des limites de l'installation et de la réparation de Grub. Alors attention, cette vidéo n'a pour but que de réparer ou réinstaller Grub. Elle n'a pas pour rôle de mettre en place un Grub qui ne fonctionne pas. Car il arrive parfois que le Grub ne s'installe pas, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir oublié de l'installer. Il arrive parfois que Grub ne trouve pas le système, c'est parfois le cas avec l'UEFI ou le non-UEFI. Alors il pourrait arriver que le dual boot ne soit pas possible, tout ça pour des soucis de compatibilité entre les systèmes. Alors il faut quand même le préciser, il y a des limites à la réparation, on ne fait pas dans la magie, un système non compatible reste non compatible. Donc par exemple on pourrait tout simplement retrouver des cas comme essayer de mettre une application 64 bits sur un système 32, ou essayer de reconnaître l'UEFI avec un système qui ne fait que du legacy, ou encore essayer d'installer Grub sur un disque non bootable, ce qui arrive parfois sur certains périphériques USB. Ça reste quand même une des grandes sources de questions qu'on va retrouver sur les différents forums, et après quelques investigations, en fait on se rend compte que tout simplement c'est impossible. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de me battre avec un système pour m'apercevoir que je voulais mettre en place quelque chose qui ne pouvait pas l'être. Et puis après vérification, adaptation de la solution, en fait je me suis rendu compte que l'erreur ne pouvait pas être résolue par réparation. J'ai démarré ma machine virtuelle, alors comme je l'ai expliqué au début, ça va être beaucoup plus facile pour la vidéo au moment du reboot. Pour vous, sur VM, sur PC ou serveur, vous mettrez un vrai CD ou une clé USB bootable. Et le reste c'est pareil. Donc j'insiste bien là-dessus,
On me pose parfois la question entre PC, serveur, VM, VMware, VirtualBox ou même Ubuntu, c'est exactement la même chose. Alors avant tout, quelles sont les commandes de grub? Alors on va se rendre dans un terminal, en administrateur. Donc là j'explique pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur Linux. Et je vais taper la commande grub et la touche de tabulation. Donc la touche de tabulation va me permettre d'obtenir la liste des commandes qui commencent par grub ou grub2. Donc là j'ai expliqué tout à l'heure, ça va dépendre de la version, ça va dépendre de votre système. Alors ça pourra varier de quelques commandes suivant la version, mais globalement, on va retrouver quasiment la même chose pour tout le monde. Alors bien sûr, avec ces commandes, on va retrouver l'aide. Alors vous devinez bien pourquoi? Eh bien tout simplement, l'aide c'est pour vous aider. Tout simplement parce que grub, on va pas l'utiliser tous les jours, on va pas taper les commandes tous les jours, et ça, on n'a pas besoin de connaître tout par cœur. Bon, on voit quand même qu'il y a pas mal de commandes, on va pas toutes les voir, on va juste voir celles qui nous intéressent. Donc rapidement, je vais donner quelques explications sur les commandes. Par exemple, grub ou grub2 reboot. Donc ça, on va utiliser cette commande-là en cas de difficulté. Ça va permettre de sélectionner le menu pour le prochain reboot uniquement. Donc quel menu sera actif au prochain reboot. On a une deuxième commande, grub BIOS setup, qui va permettre de sélectionner l'image système, donc le noyau au moment du boot. Donc pareil, c'est uniquement pour le prochain redémarrage. On a une troisième commande, grub mkrescue, qui va générer une image de secours. Donc ici on va pas utiliser ces commandes, on va juste voir les deux prochaines. La commande grub install qui va vous permettre d'installer grub sur un disque, par exemple lorsqu'on va changer de disque ou tout simplement si on change de disque de démarrage. Ça peut se faire sur un disque ou une partition. Donc là on va voir la commande juste après. Une deuxième commande qui est beaucoup utilisée, grub mkconfig, qui va permettre de recréer le fichier de configuration de grub. Donc vous voyez, j'en ai quand même passé la plupart, car en fait les autres commandes sont principalement là pour la configuration de grub, mais ne seront d'aucune utilité ici pour le dépannage. Et on va en retenir principalement deux, donc les deux dernières que j'ai données, grub install et grub mkconfig. Donc grub install va simplement permettre d'indiquer ou installer le bootloader de grub. Alors le secteur d'amorçage, le bootloader, c'est un tout petit fichier qui fait 512 octets qui va s'écrire sur le secteur de boot du disque dur ou de la partition. Pour dire tout simplement où aller chercher le noyau, et c'est le noyau qui se chargera du reste. Alors le bootloader peut être installé sur une partition ou sur un disque. On va tout simplement taper la commande grub2 install espace /dev /lda1 ou grub2 install /dev lda2. Si c'est un grub, ça sera grub install. Alors malheureusement ça marche pas à tous les coups, et en tout cas pas ici parce que tout simplement il reconnaît pas le système de disque. Et tous les systèmes de disque ne sont pas compatibles pour pouvoir recevoir l'amorçage. Alors il faut dire aussi qu'on n'utilise pas beaucoup cette commande. Généralement on va l'utiliser avec l'installation directe sur le MBR ou le secteur de boot. Et là on va voir que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc je vais faire un grub-install espace /dev /lda. Donc LDA pour mon premier disque, SDB, LDC pour les disques suivants. Alors là par contre, je ne lui ai dit seulement que de se mettre sur le secteur d'amorçage. J'ai juste dit, voilà, quand ça va booter, tu vas aller chercher le noyau à tel endroit.
Alors bien sûr, si vous venez juste de l'installer, ça va pas marcher. Il va falloir encore maintenant configurer le fichier de configuration, donc le fichier grub.cfg, et suivant le cas, le fichier grub2cfg. Donc là c'est toujours pareil, ça dépend de la version de grub. Si le système n'est pas bootable, donc si votre machine ne démarre pas du tout, c'est par cette commande qu'il va falloir commencer. Alors c'est facile à dire, mais si le système n'est pas bootable, vous n'arriverez jamais ici. Mais ça, on va le voir plus loin. La seconde commande qu'on va voir, eh bien, c'est grub mkconfig. Donc là, ça arrive plus souvent qu'on le croit d'en avoir besoin. Grub mkconfig va permettre tout simplement de recréer le fichier de configuration, mais quand on la tape comme ça, eh bien elle va envoyer le résultat vers la sortie standard, vers le terminal. On va alors l'utiliser avec un chevron pour lui dire d'injecter le résultat, non pas dans le terminal, mais vers le fichier grub.cfg. Donc tout seul, voilà ce que ça donne. Si je tape grub de mkconfig, eh bien il va me générer tout simplement mon fichier de configuration, il va me l'afficher. Pour pouvoir le remettre, l'envoyer vers mon grub.cfg, je vais faire un grub2-mkconfig, un chevron, /boot, /grub2, /grub.cfg. Alors au passage ici vous pouvez voir que j'utilise un grub2 mkconfig, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, tout dépend de la version de grub qui est utilisée. Donc ça pourrait être très bien un grub mkconfig vers boot grub /grubcfg. Donc on pourrait très bien s'imaginer que le fichier grub.cfg soit corrompu. Donc là, pour être corrompu, il va l'être parce que de toute façon, je vais juste le supprimer. Je vais le supprimer avec un rm espace /boot /grub2 /grub.cfg. Quand il est supprimé, je vais refaire une deuxième fois ma commande. Donc je vais faire de nouveau un rm /boot /grub2 /grubcfg. Et là, on voit bien qu'il me dit que le fichier n'existe plus. Et je vais régénérer mon fichier grubcfg avec ma commande grub2 mkconfig. Chevron /boot /grub2 /grub.cfg, ou on peut aussi très bien utiliser la commande grub2 mkconfig espace -o pour l'option qui va lui dire où est-ce que je vais envoyer mon fichier de configuration. grub2 mkconfig espace -o espace /boot /grub2 /grub.cfg. Et bien pour vous montrer que j'ai même pas peur, je vais rebooter ma machine avant de passer à la suite. Alors la commande comme ça pourra vous sembler pas trop pertinente, mais gardez à la tête qu'elle va nous servir un peu plus loin, puisque c'est des commandes dont on peut avoir besoin régulièrement. Donc comme vous venez de le constater, ma machine a rebooté comme si de rien n'était. Mais ça c'est quand on a de la chance, c'est quand on se rend compte que le grubcfg est corrompu alors qu'on est encore dans le système. Alors cette fois je vais supprimer de nouveau mon fichier grubcfg avec ma commande rm /boot /grub2 /grub.cfg, et comme je suis pas au courant que mon fichier est corrompu, je vais redémarrer ma machine. Alors forcément, sans grub, ma machine ne redémarrera plus. Donc là je le fais exprès, mais en attendant, c'est quand même fou le nombre de fois où ça arrive, surtout quand on fait un petit peu des essais dans tous les sens. Ça arrive aussi parfois, juste parce qu'on a installé un nouveau système, sans vraiment se poser la question sur les conséquences. Par exemple, vous dites « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire un dual boot » et vous installez un Windows au-dessus de votre Linux. Et là, Windows prend la main et c'est fini, vous n'avez plus de grub. Donc là, à ce moment-là, j'ai plusieurs solutions. La première solution est à partir
d'un disque Boot Repair ou Rescatux, on va voir les deux juste après, ou à partir du DVD de CentOS, ou encore à partir d'un CD ou DVD de boot de Grub. Alors des solutions pour réparer Grub ou tout simplement le redémarrage d'une machine, il en existe des tas, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux ou celle dont vous avez besoin. Ici je vais en montrer 4, une de chaque, mais l'idée est principalement de vous mettre sur ces pistes, car les possibilités sont vraiment sans limite. Par exemple, pour une question de temps, je le ferai pas, mais on pourrait très bien réparer un Grub depuis n'importe quel live CD de Linux, en générant tout simplement le fichier grub.cfg, et puis en le remettant à sa place sur le disque de destination. Ou on peut le faire aussi à travers d'une commande chroot. Alors ici je vais le faire avec des DVD spécialisés, sur des lives ou des CD standards. Ça peut être un petit peu plus compliqué que ce que je vais montrer là. Je vais passer à la pratique, sinon dans 1 heure je suis encore en train d'expliquer les différentes solutions possibles. Donc je vais commencer avec la solution Boot Repair. Alors c'est quand même la solution la plus simple, il suffit juste de cliquer sur un bouton. Dans la plupart des cas, Boot Repair va fonctionner, donc je vais faire ici la démonstration sur ma CentOS. Là ça va pas marcher pour la CentOS, et justement c'est bien, parce que je vais bien montrer les cas où ça marche et les cas où ça ne marche pas. Mais je vais refaire la démonstration ensuite sur une Debian ou une Ubuntu, et là on va voir que ça fonctionne très bien. Alors il faut savoir aussi que Boot Repair va permettre de réparer aussi le boot de Windows. Alors il faut dire que sur CentOS, ça dépend aussi de l'installation. Comme je viens de le dire, ça fonctionne parfois et d'autres pas. Alors on est toujours dans le même constat, ça ne sert à rien de savoir faire 50 choses. Quelques méthodes qui marchent suffisent. Une classique, qui pourra marcher dans la plupart des cas, et une autre qui marche pour tout le reste, quitte à ce que ça soit un peu plus compliqué à exécuter. Alors Boot Repair, vous allez le retrouver facilement sur internet, il suffit de chercher Boot Repair Download, et là vous allez télécharger le fichier. Une fois téléchargé le fichier sous forme d'ISO, il suffira de le graver, ou tout simplement de l'installer sur une clé USB avec le soft de votre choix. Donc la démonstration n'est pas là, malheureusement, et en plus j'aurai pas le temps de m'attarder là-dessus. Donc de préférence, Boot Repair, on va utiliser une version récente, ce qui va vous apporter plus de chances de réussite. Donc je vais tout simplement insérer le CD-ROM de Boot Repair dans ma machine et je vais redémarrer sur le CD-ROM. Donc là c'est pareil, je reviens pas dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur la configuration du BIOS de manière à booter sur le CD-ROM. Donc quand j'aurai booté sur mon CD-ROM, je vais choisir la langue, donc quelque chose de très classique, puis je vais laisser le système démarrer. Alors le démarrage du système va être parfois un peu long. Ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de votre configuration. Il ne faut pas oublier que Boot Repair ne connaît pas votre système, donc il va devoir installer et trouver les pilotes qui correspondent le mieux. Quand il va être démarré, on aura systématiquement le message. Alors là, ici, j'ai un message de mise à jour. Ça va dépendre aussi de la version de Boot Repair que vous utilisez. Donc là, pas la peine de le mettre à jour. Je l'ai téléchargé il y a juste quelques jours. Et puis là, eh bien, comme je suis sur ma CentOS, il va me demander si j'ai un RAID. Donc là, non, j'ai pas de RAID, donc je vais lui dire non. Et puis, je vais tout simplement valider le boot. Alors là, il va me proposer la réparation recommandée, donc je vais lui dire oui, répare. Et après quelques secondes, il va me dire que effectivement, il a trouvé le système, mais il va devoir monter ma partition CentOS. Et pour pouvoir monter ma partition CentOS, il va lui falloir un LVM2.
Donc là ici je vais lui dire non. Et puis je vais tout simplement valider, arrêter, annuler mon système. Alors ici ça va marcher, mais il faudrait que j'indique effectivement LVM2. Alors si c'est pour ajouter LVM2, eh bien tout simplement on va voir qu'il y a d'autres solutions plus faciles. Mais justement pour vous montrer qu'effectivement le système fonctionne et fonctionne plutôt bien, je vais recommencer avec une autre distribution, une Debian, par exemple, sur laquelle j'ai le même souci. Donc je démarre ma Debian et on voit que je tombe également sur le chevron de Grub. Donc là je vais faire exactement la même manipulation, je vais mettre mon CD-ROM dans mon lecteur, je vais rebooter. Pareil, je choisis la langue, je vais valider le boot, et là on va voir que il me trouve pas de RAID, il me trouve pas de LVM, donc ça va aller tout seul. Et je vais choisir, comme tout à l'heure, les réparations recommandées. Donc là on va attendre quelques secondes, il va me proposer à la fin d'envoyer le rapport ou de l'enregistrer. Pas la peine, de toute façon, puisque c'est juste une opération de réparation. Quand c'est fini, je vais éjecter le CD-ROM et je reboot. Donc là, on n'oublie pas, c'est du live CD. C'est pas comme un système d'exploitation qu'il faut toujours arrêter proprement. Un live CD, on peut très bien redémarrer directement le système ou tout simplement appuyer sur le bouton recette si vous avez un bouton recette sur votre machine. Et là, on va laisser le système redémarrer. Alors c'est le premier redémarrage, ça peut être tout simplement un petit peu long, ça arrive. Et on finit quand même, après quelques secondes, par tomber sur le bureau. Donc finalement on se rend compte que BootRepair c'est quand même une solution pratique, ça répare presque tout. Maintenant pour LVM ou Grub2, ça pourra être un tout petit peu plus compliqué. Donc si vous avez des grosses difficultés pour des systèmes un petit peu plus compliqués qui vont utiliser du LVM ou du RAID, alors quand je dis plus compliqué, c'est des systèmes qui sont un peu différents ou installés de manière différente. Alors on va pouvoir passer par un CD-ROM comme Rescatux, qui est beaucoup plus complet. Alors Rescatux, il suffit de taper Rescatux sur le web, vous tapez tout simplement SuperGrub et vous allez retrouver facilement l'ISO. Donc là il est nettement plus complet, il est aussi un petit peu plus compliqué dans son utilisation. Bon après il faut quand même dire que vous avez installé un système avec du RAID, du LVM, du Grub2, c'est que vous n'êtes pas pour autant un amateur. Alors à partir de là, les difficultés rencontrées avec Rescatux, ça devrait pouvoir se contourner facilement. Donc je vais reprendre ma CentOS et je vais la redémarrer. Donc j'ai toujours mon fameux problème de Grub. Et là je vais insérer dans le lecteur mon CD-ROM de Rescatux. Je vais connecter le CD-ROM et je vais rebooter de manière à rebooter sur mon CD-ROM. Donc là c'est pareil, je reviens pas là-dessus. Au moment du boot, je vais tout simplement choisir automatique, mais après à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Et on va attendre le démarrage. Donc là c'est pareil, le démarrage de Rescatux va être nettement plus long. Là c'est comme le BootRepair que j'ai expliqué tout à l'heure. Là il va falloir détecter tout le matériel et on va voir qu'il va monter tout seul le RAID et il va monter tout seul le LVM. Donc forcément, c'est un tout petit peu plus long. Et quand on va être sur le bureau, on va tout simplement choisir Default Setting. Donc là en fait il va nous ouvrir un petit programme avec une aide que je vais vous laisser lire et je vais cliquer directement dans le menu. Donc là c'est pareil, une fois dans le menu, je vais vous laisser faire le tour des menus. Comme je disais, Rescatux est nettement plus complet.
Donc forcément, on va retrouver beaucoup plus de choses. Donc là-dedans, dans les différents menus, je vais aller chercher ce qui m'intéresse, la réparation du grub. Alors on peut restaurer le grub, par exemple pour l'installation, mais ce qui va m'intéresser ici, c'est pas l'installation de grub, puisque le grub est installé, on le voit bien, mais en réalité, ce qui manque, c'est tout simplement le menu. Donc on va faire tout simplement un update de menu grub. Là, je vais cliquer sur le bouton Run, je vais lui dire tout simplement d'exécuter l'update du menu grub. Donc là, quand ma réparation du grub va apparaître, il va me proposer deux systèmes. Donc dans les deux systèmes, il y a le CD-ROM lui-même, forcément, puisqu'il va le retrouver, et puis il va me détecter l'autre système, ma CentOS. Donc forcément, ici, ce qui m'intéresse, c'est de réparer ma CentOS. Donc je vais tout simplement sélectionner DM1 CentOS. Ok. Et puis là, eh bien tout simplement, une fois que c'est réparé, je vais pouvoir éjecter mon CD-ROM. Donc là, je reviens pas dessus, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure. On peut très bien rebooter directement. On appuie sur le bouton recette de la machine, on éjecte le CD-ROM. De toute façon, il n'y a pas de risque, de toute façon, ça reste du live CD. Donc là, finalement, la solution est quand même facile. J'ai dit au début que Rescatux c'était un petit peu plus compliqué, mais finalement, on voit que ce n'est pas non plus insurmontable. Il faut aussi lire un peu et puis faire le tour et trouver ce qui nous intéresse. Mais, on le voit aussi, c'est quand même très efficace. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, le tout, c'est pas de savoir faire 50 choses, c'est de connaître une solution qui marche relativement facilement. Et puis, quand on a des difficultés, eh bien, une autre solution. Donc cette fois, on va voir une solution pour le cas typiquement pour CentOS, mais il faut savoir que les DVD d'installation de la plupart des systèmes proposent la même chose. Donc je vais prendre le CD-ROM de CentOS. Alors le CD-ROM de boot, le DVD d'installation réseau. De toute façon, vous allez prendre ce que vous voulez. Et puis une fois que j'ai pris ce CD-ROM, eh bien je vais tout simplement booter dessus. Quand je vais booter, je vais pas choisir l'installation, je vais aller choisir troubleshooting. Donc effectivement, je vais aller lui dire, voilà, j'ai un souci, donc je veux passer par le menu qui va me proposer des solutions. Et entre autres, dans troubleshooting, eh bien je vais retrouver le Rescue CentOS pour pouvoir secourir ma CentOS. Alors attention, quand je vais prendre ce menu-là, ça risque d'être long, voire même très long, puisque il va falloir attendre parfois 20-30 secondes. Le temps qu'il analyse le système, il faut pas oublier qu'on est sur du rescue. Il va devoir retrouver les disques, les images, les LVM, au besoin les RAID. Donc c'est tout à fait normal de devoir attendre quelques secondes qu'il veut bien démarrer. Et quand il va être démarré, il va me proposer un menu où on peut modifier ou faire du read only. Donc là forcément je veux pas faire du read only, je veux de toute façon modifier. Donc je vais taper 1 pour continuer. Alors ici on est sur un clavier anglais, on est sur du QWERTY. Donc le 1 on va le retrouver à E. Alors il propose, il me dit tiens voilà il va falloir faire un chroot /mnt/sysimage. Ok, d'accord. Donc là, il faut bien le lire, parce que si vous ne le lisez pas, ça va pas marcher. Voilà, et puis je vais taper tout simplement oui, donc entrée. Et là, je vais taper, comme c'est demandé, chroot, espace, /mnt/sysimage. De toute façon, si on tape pas ça, ça ne va pas marcher. Alors attention, on est toujours sur un clavier anglais, avec le M qui est à la place de la virgule,
le slash qui est à la place du point d'exclamation, le point à la place des deux points, le tiret à la place de la parenthèse à côté de pas grave ou du 0. Mais ça c'est pareil, c'est une question d'habitude. Maintenant, si vous avez un pavé numérique, ça peut être aussi très pratique, en tout cas pour le slash, pour les chiffres, pour le point. Et là-dedans, je vais taper un grub 2, puisque c'est toujours mon grub 2, -mkconfig, -o, /boot, /grub2, /grub.cfg. Un petit peu comme on l'a vu au début de la vidéo. Donc, je me connecte avec mon /root à l'intérieur de mon système, et de là, je vais taper tout simplement la commande qui va me permettre de recréer mon grub.cfg. Quand j'ai tapé, avec toutes les difficultés toujours de le taper avec mon clavier en anglais, je vais taper exit. Donc là, je tape exit, je tape bien le mot exit pour pouvoir quitter le /root. Il faut pas oublier que je suis connecté à l'intérieur de mon système, donc avant de pouvoir rebooter ou tout simplement continuer, il va falloir que je quitte mon disque distant. Donc avec mon exit, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir taper reboot, ou tout simplement, comme tout à l'heure, de toute façon, on peut rebooter directement. On éjecte le DVD, le CD-ROM, ou on peut faire un CTRL-ALT-SUP pour pouvoir redémarrer la machine. Et puis, eh bien mon système va redémarrer normalement. De toute façon, c'est bien ce que j'ai fait, j'ai tout simplement recréé mon grub.cfg. Donc j'ai gardé une des solutions les plus efficaces pour la fin. Malheureusement, encore une fois, ça marche pas trop avec CentOS, à cause toujours de mon LVM ou de mon RAID. Mais par contre, pour le reste, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Donc je vais faire la démonstration directement sur une Debian, comme tout à l'heure. Donc je vais booter avec un système qui va détecter tout simplement les différents disques et me proposer de booter sur l'un ou sur l'autre. Alors on pourrait faire la même fait maison. Vous installez un petit système sur une clé USB, vous mettez un grub sur ce système, tant qu'à faire un grub de dernière génération qui va reconnaître aussi l'UEFI. Quand vous bootez dessus, vous faites tout simplement un grub mkconfig-o /boot /grub.cfg ou grub2. Ça c'est suivant l'installation. Et vous rebootez. De nouveau sur votre système. Donc là il va vous proposer les différents systèmes installés sur la machine. Et puis une fois que vous êtes sur votre système distant, il suffira de faire un grub mkconfig. Alors c'est pas la peine de se soucier avec ça, c'est pas la peine d'essayer de faire votre propre système. Il y a déjà des personnes qui ont pensé avant vous. Il suffit juste de chercher sur internet supergrub. Alors il y a beaucoup aussi d'utilitaires qui vont vous proposer également de booter sur un disque particulier. Donc supergrub, quand vous l'aurez cherché, vous allez le retrouver au même endroit que Rescatux dont on a parlé tout à l'heure. Alors si vous cherchez, c'est quand même une très bonne solution. Le plus dur sur le site va être de trouver le fichier ISO à télécharger. Donc je vais vous mettre le chemin dans la description. Je vous mets juste le chemin pour vous amener sur supergrub. Je vais pas mettre le chemin de l'ISO lui-même parce que justement cet ISO est amené à évoluer. Alors bien sûr, encore une fois, si vous allez le chercher sur le site, ce n'est pas Rescatux qu'on veut, ça on l'a vu tout à l'heure, mais bien l'ISO de supergrub. Alors l'ISO de supergrub c'est 15 mégas. Il y a juste le grub. Et il va rentrer forcément avec ces 15 mégas sur n'importe quelle clé USB. Sauf si vous connaissez bien votre système, sinon vous pourrez peut-être être amené à faire quelques essais. Le résultat de toute façon c'est qu'à la fin ça boot. Donc je vais reprendre ma Debian, je vais mettre mon CD-ROM de supergrub
dans le lecteur de CD-ROM, je le connecte, puisque là c'est toujours sur une machine virtuelle, et puis quand le menu va être lancé, on voit qu'il me propose de montrer le LVM ou monter le RAID. Donc on voit quand même que le système est quand même assez complet. Quand je vais aller dans Detect Show Method, eh bien si je sélectionne le disque dur HDD 0 et que je reboot, eh bien on va voir qu'il va aller rebooter directement sur le disque. Donc là c'est la solution que je disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir installé votre système, vous avez installé votre système avec le grub, tout est fait, et en définitive, votre grub n'est pas bootable parce que vous nous avez retrouvé avec un disque qui n'est pas bootable ou qui n'est tout simplement pas sélectionné dans le BIOS. Eh bien, lui va vous permettre d'aller chercher ce disque. Alors forcément ici, si je boot sur l'HDD 0, ça va pas marcher parce que de toute façon, je vais me retrouver de nouveau avec mon grub sur mon disque. Donc cette fois, je vais rebooter mon système. Je vais de nouveau me rendre dans Detect Show Method. Et puis je vais aller dans OS Method. Et là, dans OS Method, il me dit j'ai trouvé un HDD 0. Sur l'HDD 0, il y a un boot VM Linux. Donc le VM Linux, c'est le noyau qui se trouve dans le dossier boot de mon système, de mon CentOS. Et puis je vais lui dire, effectivement, oui, va chercher sur l'HDD 0 le boot VM Linux. Et puis là, tout simplement, il va booter. Comme si de rien n'était. En fait, au lieu d'utiliser le grub CFG de la machine distante, du système distant, il va utiliser le grub CFG qui est sur mon super grub. Et là, il suffit d'attendre le démarrage. Je vais me retrouver après quelques secondes sur le bureau. Et là, il me restera plus qu'à faire mon grub mkconfig-o/boot/grub/grub.cfg. Donc on retrouve cette commande d'origine. Donc c'est pour ça que je disais au début, bien cette commande, il faut la garder en tête parce qu'elle sera quand même utile. La vidéo est un peu longue, j'avais prévenu, vous avez eu le droit à 4 tutos en un. L'idée est finalement de bien avoir saisi toute cette subtilité et toute la difficulté à un système de détecter le RAID, le LVM ou le disque bootable. Alors ici je n'ai pris que le cas où le grub CFG a disparu, bien évidemment. Ça serait la même chose si c'était le MBR, le Secure Boot, parce que ça marche aussi avec le Secure Boot. Un disque non bootable, ça arrive aussi, j'en ai parlé au début, notamment avec les interfaces USB qu'on va trouver maintenant. Dans le cas qui a été pris ici avec la CentOS, il faut dire que la configuration d'une CentOS n'est pas trop standard. Alors peut-être pour une CentOS, mais pas pour un système classique. Et bien sûr, sans un minimum de connaissances, ça pourra paraître un peu plus compliqué. Mais bon, il suffit de lire, il suffit de suivre. Et puis de toute façon, on s'improvise pas linuxien comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, tapez LJP Info dans votre navigateur si vous avez oublié où me retrouver. Alors je sais que c'est pas très simple tout ça, vous pouvez aussi me poser vos questions. Vous cherchez aussi probablement des ressources particulières. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Et le temps d'absorber tout ça, et on se revoit bientôt.